comme vous l'avez mentionné, mon nom est Nathaniel Clark. Je suis étudiant à l'Université d'Ottawa. Je suis en train de poursuivre mon bac en relations publiques, spécialisé en communication. Donc, c'est ma dernière année. Donc, je vais partager mon écran, compter quelques secondes. Donc, 1 minute. Voilà. Donc, le sujet de ma présentation, c'est approprié avec le thème de la conférence, qui est au-delà des limites. Donc, bien entendu, on est en train de vivre au milieu d'une crise sanitaire, mais dans le cadre professionnel, on pourrait dire, ou dans le cadre académique, j'ai jugé bon que ce sujet peut nous être utile. Et ça va être sur base de présentation, mais en même temps, je sais que j'avais comme mandat de proposer des questions et au fur et à mesure, il y aura des discussions entre vous et moi. Donc, soyez les bienvenus. Donc, le titre, c'est la communication efficace à l'ère de la pandémie mondiale et les enjeux dont les universitaires font face au Canada. Donc, je sais que c'est un titre vraiment long, mais je vais le spécifier. Euh, Avant de commencer, j'aimerais remercier l'Association des étudiants diplômés en communication, les membres du comité de Intercom qui ont bien reçu mon papier, ainsi que les auditeurs et les auditrices. Donc, j'ai décidé de diviser la présentation en 3 parties, commencer avec la pandémie versus ou la pandémie et les écoles universitaires, la désinformation du virus et le vaccin, et finalement, les renseignements auprès des universitaires, incluant les internationaux. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, le dialogue, les questions et les discussions sont encouragées. Ça peut être pendant la présentation ou même après. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, j'ai commencé parmi toutes les informations qui m'ont été venues à moi, j'ai trouvé que le Fonds de recherche du Québec a été une organisation idéale qui pourrait parler de leur perspective au Québec, mais d'une façon globale, on peut faire allusion de nous en tant qu'Ontariens pour la plupart. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils visent principalement à établir une direction forte en matière de soutien et de promotion de la recherche québécoise et ainsi de mieux positionner le Québec sur la carte de la science dans le monde, à favoriser et accroître les synergies et les partenariats entre les différents secteurs de recherche et enfin, à donner une visibilité accrue ici comme ailleurs à la recherche publique par le biais d'une bannière commune. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu? Et je pense qu'on peut se mettre d'accord. Les points saillants que j'ai retenus par rapport à leur recherche, ils sont d'accord que le monde est frappé par la crise sanitaire, surtout dans le 21e siècle, vu que c'est une menace globale, donc non seulement à Ottawa, mais au large, comme à travers le monde. Le fait qu'on est frappé par une pandémie et qu'ils ils ont mentionné aussi quelque chose qui m'a interpellé, c'est que la mobilité étudiante et donc il y a une décroissance. Donc, avec toutes les restrictions, ça influe sur qu'est-ce qu'on peut faire sur nos activités.
Et aussi que en termes de les influx par rapport aux étudiants internationaux, ça peut diminuer parce que vu qu'il y a des restrictions de chaque pays, ça peut varier. Donc, ça explique les menaces. Donc, j'ai tout de suite fait allusion à des questions qui pourraient nous servir. En commençant avec, est-ce que vous pensez que le modèle d'enseignement des écoles supérieures au Canada a pris un coup ou va en bon train? Donc, c'est-à-dire en bon train, je sais que c'est une expression française qui veut dire que, est-ce que vous pensez que le modèle d'enseignement marche, même si avec la pandémie, est-ce que ça marche convenablement? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se mettre volontiers. So as I understand it, Nathaniel is asking whether we think that the model of instruction of École supérieure, so universities and colleges in Canada, has experienced a difficult time with the advent of the pandemic, or is moving along well. Est-ce que j'ai bien compris, Nathaniel? Oui, 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 vous l'avez bien traduit. Okay, and he's asking us whether we have any comments on that. And I see that Eliza has raised her hand. Go ahead, please, Eliza. Yeah, so I might be a little biased because my research is in this field, but I think there's been a lot of struggle among professors, especially those who are not as literate with or technologically inclined, have found it a struggle to change the way that they teach and understand that online teaching is very different from in-person teaching. But I do optimistically believe that most have made an effort to listen to students and reach out to their colleagues to try and teach in the best way possible under the circumstances. Thank you, Eliza. I see that Joanna has also posted a comment. I think that it's working, but could be improved, is her comment. Are there any other comments from that question? Anything that anyone wanted to add? Okay. Donc, la deuxième question, and I'd like to answer back to what was said previously. I think we're still in the transition phase, although we've been adapting. I think it's been over 2 years now. But I think for myself, for personal reasons, I think the online classes were something I need to adapt to. Of course, with Zoom and all the softwares, I think it's a great tool. Although I wasn't, at first, I was kind of skeptical about using it for every classes, and maybe it would have hindered or maybe lack of concentration. But I think, like you said, we're still in the transition phase. So I think that's a good input. La deuxième question, c'est jusqu'à présent, avons-nous adopté au cours en ligne? So back to what I was saying is basically have we adjusted, like fully adjusted with online classes? Okay. Any thoughts on that? How are we doing with online? I think we, Not great. Yeah, I think as you're saying, we are like in still an adaptation moment, and it's at first we tried to transition to like, let's just go on Zoom and pretend we're teaching in class, and now we're learning how to teach and how to learn online, taking the advantage of those tools and not just trying to replicate what we would do in class, but through a screen. Mm-hmm. Also, I see a comment from Joanna. And Joanna, I don't know if I'm saying your name right. I know someone who spells their name that way, who pronounces it Johanna. So
if you want to correct me, please feel free to open your mic and do so. But she's saying that I think online classes were definitely something that we had to get used to, but it also proved to be convenient in a lot of ways. I find that a lot of people are willing to remain online, even though we won't have that social aspect. And as you can see, Danielle Reddy also had a comment, depends on the course, I think, and the subject. I think some individuals enjoy the online and some find it challenging. By the same token, some concepts are easier in person versus online. If either one of you wants to expand on that, do feel free to open your mic if you'd like. And then I see as well that Eliza has another comment around the fact that pre-pandemic online learning was spoken very positively about by students and teachers because of the flexibility it allowed. And in a similar vein, synchronous learning was praised for the social aspect and the real-time interaction it allowed. So some pretty good feedback there, and to your question, Nathaniel, in terms of how people feel that we've adapted. Yeah. So moving on to the next question, donc à la prochaine question. Oui. Qu'est-ce qu'on pense des cours bimodaux? Je sais, on a abordé les cours en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on pense par rapport aux bimodaux? Parce que c'est une autre dynamique. C'est 50% en ligne et 50% en présentiel. So, what do you think about bimodal classes? Is it something that, to you, that's something that you like, or maybe it's something that you have to adjust, just like the online classes, or? I need it. So I don't know from the student perspective because I haven't taken any classes bimodally, but I know that from a professor perspective, bimodal puts like a lot of extra work on professors, and I expect that it's going to reflect on the learners as well. So I would love to hear from someone that took a bimodal class. I don't know if someone else had. Is there anyone in the room here who has taken a bimodal class? And if you have, would you be willing to share your experience? Yeah, I'm not. I haven't taken a bimodal class, but for me, again, I think we need a lot of clarification around the language on all the very different ways that we can teach. Like hybrid learning is different from bimodal, but we're talking about bimodal, and I think it's very advantageous to students who are local and can attend classes, but it also kind of raises education to a more equitable, slightly more level for those who are not local or easily able to get to campus and sit in a classroom. They still have access to the higher learning, but again, delivery and content needs to be accommodated, and it very much does add, I think, to the workload of a professor, and there's just not enough training, in my opinion, right now on how to deliver a bimodal course successfully. Mm-hmm. And you know, to that everybody's happy in a way. You know, on either side, you always kind of feel a little bit frustrated. Right. Yeah, I know. I hear you. Donc, la dernière question avant de continuer. Selon votre expérience, est-ce que l'aspect communicationnel a été affaibli ou non? Donc, j'aimerais préciser, ça peut être dans le cours ou juste dans les activités qu'on fait en classe ou bien en groupe. Il y a certaines fois que le message qui est passé, par exemple, en ligne, passe plus lentement que si on le faisait en présentiel. Mm-hmm. So
in English, I'll just say it. So has the communication aspect, has it kind of hampered down? Has it kind of weakened as everything is done online? So to get the message across or even to exchange, sometimes it may take longer than needed, as opposed to being in person and having that dialogue, that one-on-one, or just in groups, for example. Do you see that change? Do we have any comments on the communication? I mean, I always have something to say. You can stop me at any time. No, go ahead. But I just wanted to say too, I missed a comment from Danielle earlier about The last question. yeah, she was saying it depends on one's access to the internet. So sorry, I just thought I would add that in. Go ahead, Eliza. Sorry. yeah, absolutely. We've lost the nonverbal component when you're teaching online or even bimodal and half of your students are just a black screen or a name on a page. You have no idea about their understanding. You know, do they get it? Are they even listening? Are they even there? Do they just log in and walk away? And I think that over time can be really detrimental to communication and also relationships within the classroom. I mean, I would probably add yes or no, yes and no. I mean, I haven't taken a course online myself because I finished my coursework in my program before the pandemic started. But I've taught online a couple of times and since that time, and what I've heard from the students is mixed, really, because it's almost like there's some elements that they like, and that there are other elements that they find more challenging. Par exemple, j'ai une étudiante qui m'a dit que si on n'avait pas eu de travail de groupe, en petit groupe, en ligne, elle n'aurait jamais eu l'occasion de faire des amis pendant cette période. Alors qu'elle a pu travailler avec un petit groupe, rencontrer des gens, créer, tisser des liens, avoir des relations en dehors de la classe aussi, peut-être juste par courriel, mais quand même, ça a vraiment aidé sa situation. So, you know, it's, again, I think some elements are probably weakened, others, you know, were strengthened possibly, but that it largely depends upon the personal experience of each person. I think it's a good point because it's really based on your perspective. It could be a lose-win situation. Maybe in terms of maybe the classes, it's a whole adjustment, like we've all agreed. But in terms of the social aspect, I think for some it can be useful. So pour ceux qui parlent en français, je pense que c'est un manque à gagner ou un mal pour un bien, parce que d'une part, on est un petit peu on est dans une situation de contrainte avec les classes, vu que c'est en ligne, mais vu qu'il y a l'aspect social, qu'on peut quand même s'épanouir. Donc, je pense que c'est un point fort. Donc, juste pour continuer, pour être sur la bonne piste, j'ai inclus des statistiques par rapport aux Statistiques Canada. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Statistique Canada est l'organisme national de statistiques, bien évidemment. Il veille à ce que les Canadiens aient accès aux renseignements importants sur les économies, la société et l'environnement du Canada, dont ils ont besoin pour agir efficacement en tant que citoyens et décideurs. Donc, quelques statistiques à prendre en note. La majorité des universités ont eu recours à l'apprentissage en ligne. Donc, on s'est mis d'accord aussi. En ligne comme principale source d'enseignement pour l'année universitaire
2020 et 2021, ce qui pourrait avoir eu une incidence sur l'inscription des étudiants canadiens et étrangers. Donc, on avait parlé par rapport à suivre le cours, mais il y en a qui hésitent même ou bien il y avait une différence avec les inscriptions des cours dans les années antérieures que les années qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, ils font la comparaison pour dire que de 2005 à 2006 à 2018 à 2019, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les universités canadiennes a plus que triplé. Donc, c'est pas mal intéressant. Tandis que le nombre d'étudiants canadiens inscrits a augmenté de 14. Donc, je veux juste éclaircir sur la marge, la différence des 2 années et comment ça influe par rapport à avant la crise sanitaire et jusqu'à maintenant, comment ça a été impacté. Je pense que la première fermeture de la crise sanitaire a eu lieu en mars de 2019. Donc, on peut voir d'un point de vue statistique que les chiffres ont baissé et qu'auparavant, quand il s'agit des étudiants étrangers, ça a triplé. Donc, c'est quelque chose à considérer. Donc, un autre département scientifique qui est le CAN-COVID, un réseau de chercheurs actifs d'universitaires, de partenaires industriels qui apportent une réponse fondée sur les données probantes à la pandémie de la COVID-19. Donc, ils expliquent qu'il y a une hésitation parmi les étudiants en médecine, bien qu'on est dans le département de communication, mais c'est juste pour faire allusion que, vu que dans tous les départements, il y a quand même cette hésitation, les gens ne sont pas sûrs de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est au sujet de la désinformation du coronavirus et le vaccin. Donc, on voit que les étudiants en médecine sont sûrs ou ils sont hésitants à 23%. Et chez le personnel de soins de longue durée d'un État américain, 45% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles accepteraient de se faire vacciner contre la COVID-19. Donc, 45%, c'est moins que 50, donc on peut juste faire allusion de ce chiffre. Et aussi, il y a un bon nombre de gens comme les stagiaires. Ils disent que à 80%, 80,4% des scientifiques et des médecins étaient d'accord pour prendre le vaccin. Donc, c'est beaucoup mieux que les étudiants en médecine, sauf qu'il y a quand même cette hésitation. Finalement, j'ai inclus par rapport à l'organisation de Édu-Canada. Donc, c'est une organisation éducative, comme vous voyez. Donc, Édu-Canada est la marque qui appuie l'offre des provinces et des territoires en matière d'éducation. Cette marque est le fruit d'une collaboration entre les provinces et les territoires par l'entremise du Conseil des ministres de l'Éducation et Affaires mondiales Canada. Il s'agit d'une marque protégée du gouvernement du Canada qui est régie par un accord de licence cadre entre les parties. Donc, ils ont des recueils d'informations pour les étudiants ici, les étudiants canadiens et aussi les étudiants internationaux. Donc, comme on sait tous, les vaccins contre, ils disent que les vaccins contre la COVID-19 autorisés au Canada sont gratuits. Ça, on le sait. Ils sont offerts à toutes les personnes admissibles à recevoir le vaccin par les autorités de santé publique fédérales, provinciales et territoriales. Et pour les étudiants internationaux, par exemple, ils ont tout un recueil d'informations
qui explique les démarches. J'ai même inclus le lien, par exemple. Donc, c'est en fonction de chaque province. Je sais, nous, en Ontario, on a nos principes à suivre, le mandat à suivre, qui est le fait d'être doublement vacciné dans les écoles. Donc, je ne sais pas si vous me permettez, je peux même cliquer le lien qui va nous rediriger, pardon. Donc, voici le site qui donne tous les renseignements pour les étudiants internationaux, toutes les démarches de leurs pays respectifs. Et en fonction de ça, ils peuvent faire les démarches pour venir ici, si possible. Et ça, c'est pour tous les renseignements sur le site du gouvernement qui parle du vaccin et comment prendre rendez-vous. Voici, ils ont répertorié une liste de chaque province. Donc, c'est en fonction de la province que vous suivez vos cours, par exemple. Donc, ça donne toutes les démarches, comme par exemple en Ontario. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas familiers ou, par exemple, qui ont eu un changement d'idée. Parce que, vu qu'il y a des avis partagés, il y a ceux qui ne sont pas en accord avec le vaccin, ceux qui sont en accord. Finalement, ils ont eu un changement de cœur. Ils se sont dit que leur santé est primordiale. Donc, ce site web peut être utile. Maintenant, c'est la dernière phase de questions, dernière période de questions, vraiment. Euh, donc, je vais commencer. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion au sujet du thème de la présentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous parle plus, qui nous interpelle plus que d'autres ou... Moi, je dirais que, même pas en particulier, sauf que j'ai trouvé très intéressant le site Éducam parce que j'avais jamais vu ça, étant donné que je suis canadienne. Alors, c'est pas un site auquel je me serais dirigée avant, mais c'est vraiment intéressant qu'il y a la communication ciblée, en particulier par pays à des étudiants qui viennent d'autres pays. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Do we have any other comments? Non, je n'en vois pas. Et comment prévenir les universitaires de la désinformation dans notre entourage? C'est une grosse question. C'est une grosse question, oui, j'avoue. Nathaniel, c'est une grosse question, puis je pense qu'on ne va pas y répondre dans les prochaines 4 minutes. Oui, oui, je comprends. Oui. Ah. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Par rapport aux recherches, j'ai oublié c'est laquelle, mais on rapporte que c'est vraiment la source principale de la désinformation. C'est quelque chose qui s'appelle, et que je n'étais pas au courant auparavant, il y a quelque chose qui s'appelle infodémie. Donc, c'est le fait d'envoyer des masses communication, mais il se peut en communiquant, il y a certains liens ou il y a certaines sources qui manquent de la crédibilité ou bien qui est un petit peu dénué de sens, ou bien que les auteurs ont fait pas exprès. C'est une sorte de manigance pour persuader les gens que le vaccin n'est pas si, santé que l'on prétend, ou juste des informations pour prouver le contraire. Mhm. OK.
OK, dans les minutes qui nous restent, je me demande peut-être si les gens pourraient regarder les 2 dernières questions. If people could look at the last yeah. 2 answers, and if you have any comments for Nathaniel, because we have another presentation at 4, so it would be great to hear any final comments that you might have or questions that you might have for him. Any thoughts or comments? You know, Nathaniel, it's 4 o'clock on a Friday afternoon. I think that's what we're dealing with right now. Yeah. Also, just really, really big questions that I don't think really anyone has the answers to. I know. I figured there could have been questions that could be answered, but that could easily be rhetorical as well. Yeah, 'Cause definitely. even on the top, I said période de réflexion, so obviously it speaks for itself. It's questions that maybe right now in the moment we don't have like answers that we could Yeah, give right away, but yeah. and it's good for making us think. I think it was, as Joanna says, was a broad presentation, but a good presentation. So I think that's a very good way of seeing it, that it was a pretty broad topic with a lot of information, but that you worked to try and bring it to us in a way that was understandable, and that you engaged us as well, because it's not everyone who does that. So it's clear that you paid attention to the fact that this is an online thing and engagement is important. So I really wanted to thank you for your presentation and for participating in Intercom. Votre participation à Intercom, vraiment, ça prend du courage aussi de temps en temps de se présenter devant un groupe qu'on ne connaît pas tous nécessairement, mais ça vous donne l'opportunité de partager votre travail dans un milieu qui est quand même assez sécuritaire, parce que nous sommes tous collègues à l'Université d'Ottawa. Et puis, je vous félicite encore puis vous remercie pour votre présentation. Et puis, si vous voulez si les gens ont des questions, s'ils veulent vous poser des questions, peut-être vous pourriez mettre votre courriel dans le chat. Oui. Si jamais quelqu'un a des questions. Et puis, je vous remercie infiniment, Nathaniel, pour votre présentation aujourd'hui. I would encourage you to thank Nathaniel, use your reaction buttons. You could write in the chat, anything that you'd like to do to express your appreciation for his presentation today. And we're seeing a few hand claps. People are saying merci, thank you, great topic. So thank you again, Nathaniel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et